devoir les déterminer. Donc, ça, c'est le premier élément de la décision sortie de la réunion avec le président de la République. Le deuxième élément, c'est que il a été constaté que la RDC a signé un accord avec la MONUSCO qui a déjà été évalué. Parce que dans la résolution 2556, il est clairement indiqué que le Conseil de sécurité a accepté la mise en place d'un cadre de travail entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, élargi même à la société civile, pour qu'on examine la stratégie de retrait de la MONUSCO de la RDC. Et donc cette réunion d'hier a résolu de convoquer très rapidement ce cadre pour réévaluer effectivement ce plan de retrait de manière, cette fois-ci, et là je donne les détails, à raccourcir les délais qui avaient été initialement convenus. Parce que si les délais étaient de X temps, eh bien, le délai qui va être rediscuté va être de X-1 ou -2 ou -3. C'est selon qu'on va se convenir sur la manière dont le délai sera fixé pour répondre aux attentes de la population, mais également pour rencontrer la déclaration du porte-parole de la MONUSCO qui lui-même a indiqué qu'on était en difficulté de devoir affronter les questions de sécurité. Ça, c'est la deuxième chose qui s'était définie, la manière dont progressivement on doit... La même résolution dit d'ailleurs ceci, que si vous lisez les points 49, 48, 49, 50, 51, la résolution parle du transfert des tâches de la MONUSCO au gouvernement. C'est-à-dire, ce plan-là définit comment les tâches que la MONUSCO exécutait doivent être transférées au gouvernement, selon les ministères qui sont concernés. Et s'il ne s'agit pas des ministères concernés, la même résolution définit le transfert des tâches de la MONUSCO à l'équipe des Nations, au système des Nations Unies. Parce que même si les troupes de la MONUSCO quittent, ce n'est pas que le système des Nations Unies quitte. Il faut que les gens comprennent la différence. La différence, c'est que les agences du système des Nations Unies vont rester, c'est-à-dire les PNUD, l'OMS, etc. Alors, toutes les matières que la MONUSCO exécutait vont être transférées aux agences du système des Nations Unies qui, elles, sont pérennes dans tous les pays. Il y a les PNUD, il y a l'OMS, il y a OCHA, il y a etc. Donc, c'est ce plan-là qui va aider effectivement à définir ce transfert. Pour telle matière ici que la MONUSCO exécutait, quel est l'organe du système des Nations Unies qui doit les recevoir au terme du transfert. Donc voilà comment ce plan est exécuté et il faut que l'on s'en soit pour qu'on évalue toute cette gymnastique-là de savoir comment le transfert s'est fait de ces différentes tâches que la MONUSCO a exécutées pour les ramener soit au gouvernement, soit au système des Nations Unies à travers les agences qui sont présentes ici depuis de longues années, avant même la MONUSCO. Alors ici, il faut rappeler les Congolais qui se sont exprimés majoritairement ont demandé, le collègue Paluku l'a dit tout à l'heure, les départs demain, les départs dans un mois. Donc nous, comme gouvernement, nous ne pouvons pas rester inaudibles à ce que disent nos populations. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, il y ait d'autres incidents dans un contexte où il n'y a plus de confiance. Alors ici, le président de la République nous a fait le privilège de faire la restitution de ces échanges avec le secrétaire général des Nations Unies, où il lui a dit clairement qu'aujourd'hui, la raison principale de toute cette situation, c'est l'agression rwandaise à travers les M23. La frustration congolaise vient de là. En ce que nous savons que la MONUSCO dispose des moyens militaires pour nous appuyer, les sorties médiatiques du porte-parole n'ont pas été de nature à dire que la MONUSCO les fera. Nous savons que la MONUSCO, qui est un organe représentatif du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut user des voies diplomatiques pour régler la question. Aujourd'hui, tant que Bunagana sera occupé, ce sera difficile de baisser la tension au niveau de la population. Parce qu'il faut rappeler que ce soit le communiqué de Nairobi, que ce soit la feuille de route de Luanda et que ce soit la position d'elle-même du Conseil de sécurité du 1er juin 2022, tout demande le retrait des territoires occupés. Mais cela n'arrive pas. Ça veut dire que nous vivons dans un contexte de tension où il est important que nos gouvernements, nous restions attentifs vis-à-vis des revendications de notre population, mais qu'en même temps, nous soyons dans un dialogue réaliste avec nos partenaires de la MONUSCO, parce que ce ne serait pas du tout bon qu'il y ait d'autres incidents de ce genre dans un contexte où la confiance n'existe plus
entre la population et les casquettes bleues. C'est une confiance qu'il faut restaurer. Et même nous, gouvernement, dans ces dialogues-là, avec les militaires, on aura l'occasion de leur dire ce qui ne va pas, ce qui peut être corrigé, ce qui peut être fait, pour être sûr que dans les délais qui étaient prévus initialement, nous soyons en mesure de prendre en compte les revendications de notre peuple et travailler à réduire du temps dans ce qui a été convenu. Dans les grandes théories de développement, on dit l'aide extérieure n'a de sens que si elle vient renforcer une dynamique existante. Et donc pour nous, nous pensons que pendant 22 ans, si l'aide n'a pas aidé à renforcer la dynamique existante, eh bien, il faut qu'on la crée nous-mêmes. Et comment nous allons la créer? C'est à travers le deuxième élément que je voudrais évoquer, la loi de programmation militaire qui vient d'être promulguée par le président de la République. Cette loi définit le budget qui est alloué annuellement à l'armée. C'est plus d'1 milliard de dollars chaque année pour construire notre système de défense. Le plus souvent, quand je parle de la construction du système de défense, les gens pensent que c'est l'armée seule. Non, le système de défense est multisectoriel. Ça part de la territoriale jusqu'à la défense en passant par la police. Tout ça, ça entre dans le cadre du système de défense d'un pays. On ne peut pas seulement se fonder sur l'armée sans construire une police, sans construire les services de sécurité, sans construire une territoriale. Donc toute cette chaîne-là entre dans le système de défense et de sécurité d'un pays. Alors, la loi de programmation militaire est déjà là, définit déjà les budgets, et donc à partir de 2022, la loi qui sera votée en septembre, parce qu'on va déposer le budget d'ici là, va prévoir déjà, parce qu'il y a une loi qui est votée, la ligne budgétaire d'1 milliard de dollars pour l'année 2023, de manière déjà à construire tous les équipements nécessaires à permettre à ce que nous construisions une capacité militaire de faire face à tous ces problèmes. Je vais vous donner des chiffres. Vous savez que l'Égypte a 1 million de militaires, 475 militaires actifs, près de 600 réservistes. Le Rwanda a 33 000 hommes. Le Burundi a 31 000 hommes et 20 000 réservistes. L'Ouganda a autour de 35 000 hommes. Donc vous comprenez qu'avec ces chiffres-là seulement, il suffit de renforcer notre système de recrutement, comme a dit les collègues, pour que nous arrivions à 50, 60, 70 000 hommes pour que les rapports de force changent. Et donc la loi de programmation militaire donne les moyens au gouvernement de faire changer les rapports de force. Maintenant, parce qu'il est quand même anormal que des éléments qui sont dans un contingent des Nations Unies entrent sur le sol d'un territoire pour lequel ils viennent faire la relève comme force de maintien de la paix dans des tenues aussi délabrées comme on les a vus tous. Donc, et c'est cela d'ailleurs qui avait suscité l'attention de la population à Kasindi, parce que c'était des tenues presque apparentées à celles qu'on voit auprès des ZDF. Et donc la population était en train de s'interroger si ce n'était pas une infiltration des ZDF à travers la frontière ougandaise. Et cette curiosité-là de venir à la frontière, qui a été considérée comme une résistance de la part de ces forces-là, qui ont tiré immédiatement sur les populations. Donc c'est regrettable, effectivement. Je crois que les Nations Unies qui nous suivent devront communiquer à toutes leurs forces que lorsqu'on entre sur le territoire d'un pays comme force de maintien de la paix, on doit être correctement habillé dans les tenues des Nations Unies pour qu'on ne soit pas confondu aux bandits. Et parce que tout ce qui est arrivé, c'est aussi suite à cette confusion-là entretenue par des tenues vestimentaires. C'est impensable que quelqu'un qui vient dans une mission où il doit être respecté vienne en culotte. Et quand vous voyez la photo, il est en culotte avec souliers rouges, basket et sur la tête un casque bleu. La technique peut balancer la photo, Jesse? Ouais, c'est impensable. Et donc je crois que quand j'ai posé des questions à nos frères à l'intérieur de la MONUSCO, ils sont embarrassés. Ils sont même embarrassés parce que nous avons aussi des frères africains qui sont à l'intérieur de la MONUSCO pour leur dire, est-ce que vous, dans votre pays, pourriez-vous accepter qu'une force comme ça arrive à la frontière, tire sur la frontière, entre militairement, tire sur vos populations, tue? C'est des questions embarrassantes. Donc je crois que même le communiqué des Nations Unies qui est sorti, vous avez senti que ça traduit quand même l'embarras des Nations Unies face à ces actes qui ont été commis. Alors, sécurité chez nous. Parce que la guerre telle qu'elle est menée, je l'ai dit dans un des médias ici, la guerre
de Bunagana a commencé lorsque nous voulions commencer la route entre Bunagana, Rutshuru et Goma, route asphaltée. Lorsque nous allions commencer la route Beni, Kasindi, Beni, Butembo. Ce sont des corridors de développement qui devaient ouvrir la RDC à l'océan Indien. Et la guerre a commencé par là. Comprenne qui pourra. Cet espace-là, de Bunagana à Rutshuru, en arrivant à Goma, s'il est désenclavé, c'est les bastions des gorilles des montagnes. Donc si cet espace est désenclavé, ça attire tout le tourisme mondial. Donc il y a des pays qui, à la suite de ce désenclavement de cet espace, souffrent par le tourisme dont ils font la propagande à travers le monde. Et donc, en empêchant cette activité de commencer, c'est effectivement d'empêcher la relève économique de la RDC. Toute la mafia, et je l'ai dit plusieurs fois, les RCD qui a commencé la guerre en 1998, le 2 août, est resté pendant 5 ans au Nord Kivu. Et pendant 5 ans, le Rwanda est venu au motif qu'il poursuivait les FDLR. Mais tout le monde sait qu'en lieu et place de poursuivre les FDLR, 5 ans après, le Rwanda est sorti premier producteur du coltan et d'autres minéraux. Et donc, il y a des faux fuyants qu'on a fait porter au niveau de la communauté internationale pour aveugler les gens qui n'ont pas la maîtrise de la situation des Grands Lacs, alors que derrière ça, il y a un intérêt économique. Et donc, ce sont ces éléments-là que nous devons mettre à la place du monde désormais pour que les gens sachent que la guerre qui se passe à l'Est est une guerre économique. Vous avez vu, il y a quelque temps, des véhicules, y compris des véhicules que je ne vais pas citer ici, à bord desquels il y avait même des minéraux qui étaient enroulés dans les jantes des pneus. Donc, toute cette mafia-là a aidé à enrichir un certain nombre de... Le caucus parlementaire de l'Ituri salue les différents projets visant à doter la province de l'Ituri des infrastructures à la hauteur de ses richesses, de projets implémentés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit, entre autres, de l'agrandissement de la piste de l'aéroport national de Murongo et de l'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine exécutée par l'entreprise Mogabaon, ainsi que les travaux de construction de l'université de Bunia, située à Tchéri. En plus de projets de 145 territoires, tous ces projets cumulés témoignent de la volonté manifeste du président de la République de développer la province de l'Ituri. Constat fait par ces élus nationaux à l'issue d'une visite guidée effectuée sur terrain. L'honorable Wilson Adirodou, point focal de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale pour le compte de l'Ituri, plaide pour l'indemnisation des habitants se trouvant tout autour de l'aéroport national de Bunia pour la réussite de ces travaux. D'abord, nous remercions le président de la République de cette volonté politique manifestée à l'endroit de la population de l'Ituri. Les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain, effectivement, comme partout ailleurs, nous avons constaté qu'une partie du terrain où on va prolonger la piste est occupée par la population. Nous avons consulté la population est d'accord pour quitter les mairies. Même les biens privés se retrouvent sur un domaine public de l'État. En tout cas, on doit indemniser cette population. Même impression exprimée par le député national Raymond Tchediapataï. La population, je la félicite parce qu'elle est tout à fait disponible. La population est positive pour rallonger notre piste. La population connaît l'importance de ces travaux. La population attend seulement qu'elle soit indemnisée. Et là, nous appelons cette population à la patience et que nous, à notre niveau, nous, en tant que les élus, les représentants, nous nous battons pour que les droits, n'est-ce pas, soient rétablis. Depuis l'avènement de l'administration militaire en Ituri, plusieurs actions de développement sont à mettre dans l'actif du gouverneur Luboya Nkashama Johnny.